je savais que c'était pas facile de passer après Mathias Chauchat. Regarde ce que je te mets. Donc, au risque de vous paraître insipide, ma présentation sera plus mesurée, c'est sûr. Bon, je voulais d'abord remercier Géraldine Giraudot pour l'initiative de ce colloque et surtout pour m'avoir fait confiance pour cette intervention. Alors, je ne vais pas revenir sur l'explication de la région puisque Mathias l'a déjà présentée. La sous-région Océanie, celle qui m'intéresse, comprend donc 24 entités au statut, situation institutionnelle très différentes. Sont 14 États sont membres de l'ONU. Les îles Fidji depuis 1970, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 75, Samoa 76, Salomon 78, Vanuatu 1981, État fédéré de Micronésie en 91, îles Marshall en 91, Palau en 94, Kiribati 99, Nauru 99, Tonga 99, Tuvalu 2000, et donc bien sûr aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc ce qui représente à peu près 8% des sièges à l'ONU. Ce sont des jeunes États, donc on voit bien que certains sont membres de l'ONU depuis à peine 20 ans. Donc évidemment, on l'a déjà dit au cours de ce colloque, cette représentativité à l'ONU constitue une force. Région vulnérable, nous l'avons vu également tout au long de ce colloque. Ce qui m'est demandé, le sujet qui m'est demandé de traiter aujourd'hui, c'est la représentation des îles du Pacifique sur la scène internationale et plus particulièrement l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Et mon intervention s'inscrit dans le 4e axe qui était intitulé comme ainsi. C'est quelle est la nature des liens unissant une partie des îles du Pacifique avec d'autres États? Comment s'institutionnalise leur coopération? Comment sont-ils représentés sur la scène internationale? Quel est leur avenir institutionnel? Alors, traiter de la Nouvelle-Calédonie de manière isolée ne m'est pas apparu pertinent dans le cadre de ce colloque qui se veut plus global. Et en plus, un colloque entier pourrait y être consacré tant le sujet est vaste, complexe et multidimensionnel. Mais finalement, pour appréhender le positionnement de la Nouvelle-Calédonie dans ce concert régional, l'approche plus globale m'a semblé être aussi la meilleure entrée en matière. À la fois pour montrer que les actions de la Nouvelle-Calédonie s'inscrivent dans un cadre préexistant et pour mettre en lumière la particularité de sa situation. Mais pas finalement strictement d'un point de vue juridique, mais surtout d'un point de vue économique et géopolitique, de par ses liens avec la France. Cette situation de lien avec la France conduit la Nouvelle-Calédonie à développer une stratégie spécifique à l'égard de la région, tout en s'affirmant au fil du temps comme acteur régional à part entière, autonome vis-à-vis de sa puissance administrante. Et là, j'ai bien compris que Mathias Chauchat n'était pas du tout d'accord avec moi, mais nous y reviendrons. Finalement, essayer dans mon propos, en tout cas, essayer d'en déduire quelques réflexions sur l'impact réel du statut de territoire autonome de la Nouvelle-Calédonie à l'heure donc du choix vertigineux qu'elle va devoir faire d'ici quelques mois. Donc mon propos se concentrera vraiment sur l'Océanie et les États d'Océanie et plus particulièrement les États insulaires d'Océanie. Alors d'abord, l'affirmation d'une région géopolitique par la structuration du dialogue et de la solidarité. On l'a dit, la décolonisation de l'Océanie est tardive. La structuration d'un groupe régional et l'émergence d'une entité régionale se sont donc développées depuis la seconde partie du XXe siècle. Cette affirmation d'une région géopolitique se fait d'abord au travers d'organisations créées par les puissances occidentales.
Je fais référence là à la communauté du Pacifique, ou coopération technique sur les enjeux régionaux. Donc organisation créée en 1947 sur impulsion de Wellington et Canberra avec le soutien des États-Unis, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, alors puissance administrante de la région. Il s'agit d'une organisation apolitique dédiée au développement économique et social des archipels. Rapidement, après la création de la CPS, les délégués océaniens s'entendent pour contester d'abord le mode de décision, qui leur laisse peu de place, et aussi l'impossibilité d'y traiter des sujets politiques. Tout en ayant conscience quand même qu'elle constitue le cadre dans lequel ils peuvent avoir des échanges réguliers, compte tenu donc de l'éparpillement géographique de la région, les rencontres sont rares. Bon, l'évolution la décolonisation et le retrait de certaines puissances font évoluer la composition de l'organisation, donc puisque les Pays-Bas, le Royaume-Uni s'en retirent et les États nouvellement indépendants accèdent au statut de membre de la CPS, dont les statuts évoluent en 1983 pour permettre une représentation à égalité des membres fondateurs et des États et territoires qui deviennent membres de la CPS, donc qui siègent désormais à égalité, ce qui fait que la CPS recouvre l'ensemble des États et territoires de la région. Bon, le champ d'action de la CPS reste technique. Les statuts ont évolué, mais pas dans le sens d'une organisation politique. Donc ça reste socio-économique. Donc la CPS, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long, mais travaille dans plus de 25 secteurs et elle est reconnue vraiment pour sa connaissance, sa capacité d'innovation dans des domaines tels que la pêche, la surveillance de la santé publique, les géosciences, la conservation des ressources phytogénétiques, enfin bon, de nombreux domaines. Et d'ailleurs, juste à titre d'exemple, en 2017, elle a signé un partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour permettre aux petits États insulaires d'avoir accès à la technologie nucléaire pour leur développement. La Nouvelle-Calédonie, dans ce cadre-là, donc elle est membre de la CPS depuis 1983, elle y accueille le siège depuis l'origine. Donc cette situation lui confère une sorte de place particulière et surtout une capacité de rayonnement dans la mesure où le siège est à Nouméa et le constat peut être fait que son implication dans les travaux de l'organisation s'accroît avec l'augmentation de ses responsabilités internes. Elle est évidemment, son implication, le reflet de son autonomie, son niveau d'autonomie, le reflet de son évolution institutionnelle depuis 30 ans, et donc au gré des transferts de compétences dont elle bénéficie, sa crédibilité en tant qu'interlocuteur sur les sujets techniques augmente. Cet engagement régional croissant se concrétise notamment en 2017, où elle prend la présidence pour 2 années de la conférence de la CPS, à un moment symbolique, puisqu'il s'agissait du 70e anniversaire de l'organisation. Donc le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a présidé la dernière conférence ministérielle de la CPS à Nouméa. Ensuite, je pense que je ne vais pas insister, mais on a une deuxième organisation régionale qui englobe l'ensemble des États et territoires de la région, plus spécialisée donc, dans le domaine de l'environnement, qui est le PROE, le Programme régional océanien pour l'environnement, donc, qui a été créé pour répondre aux problématiques particulières de l'environnement, qui sont particulièrement prégnantes en Océanie.
Et d'ailleurs, le PROE dans lequel la Nouvelle-Calédonie s'investit beaucoup, puisque une des stratégies de rayonnement de la Nouvelle-Calédonie repose sur la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques. En tout cas, c'est une posture politique régionale que prend la Nouvelle-Calédonie, et donc se trouve particulièrement active au sein du PROE. Il y a un autre aspect dans la dimension, donc création d'une entité régionale, un aspect que j'ai hésité à traiter, mais en réalité, sans le traiter, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de la situation réelle de la région. C'est que les puissances en responsabilité en Océanie, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France, ils jouent un rôle particulier, notamment dans le domaine de la sécurité. Et associent en fonction de leurs moyens les États d'Océanie à l'exercice de ces responsabilités-là au sein de dispositifs de dialogue qui existent, comme le Quad, le groupe quadrilatéral de coordination de défense, ou le SPDMM, c'est la réunion des ministres de défense du Pacifique Sud, qui réunit donc les ministres de la défense des États qui ont une armée. Pour le Pacifique insulaire, il s'agit de Fidji, Tonga, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou encore l'accord France, qui est donc l'accord de coordination pour l'intervention humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Dans ce cadre-là, moins institutionnalisé de manière proprement océanienne, la Nouvelle-Calédonie commence aussi à prendre des responsabilités, notamment suite au transfert de la compétence en matière de sécurité civile, qui l'a conduit donc à participer aux opérations de soutien humanitaire à la région suite à aux catastrophes naturelles. Elle y envoie des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques. Je vous l'ai dit, donc la CPS, le reproche qui a pu lui en être fait, c'est l'absence de débat politique, qui donc a conduit les Océaniens, les États d'Océanie, à vouloir créer une structure plus politique, ce qui a débouché sur la création du Forum des îles du Pacifique en 1971. Le Forum deviendra l'organisation qui a porté la lutte contre les essais nucléaires, notamment français, la mise en place d'une zone dénucléarisée dans le Pacifique et le soutien à la décolonisation en général et en plus particulier de la Nouvelle-Calédonie. Le Forum a permis de continuer de forger une sorte de conscience commune aux États insulaires de la région, et il est devenu peu à peu à la fois le médiateur et l'interprète de ces États auprès des organisations internationales ou des autres pays du monde. Ces préoccupations donc, sont beaucoup économiques. C'est l'organisation qui a porté la signature, la négociation et la signature des accords de libre-échange, des accords économiques dans la région. Et ces préoccupations ont aussi évolué vers les questions sécuritaires, l'apparition de tensions dans l'arc mélanésien notamment, les coups d'État successifs à Fidji, la situation aux îles Salomon et l'intervention de la force régionale d'intervention aux îles Salomon, la RAMSI, sous mandat du Forum. Donc, a conduit maintenant, et depuis maintenant quelques années, à s'intéresser beaucoup plus aux questions de sécurité et à adopter des résolutions en ce sens. Et d'ailleurs, la prochaine réunion du Forum sera probablement aussi l'occasion d'examiner une nouvelle déclaration pour une coopération plus importante en matière de sécurité.
la déclaration de Biketawa plus. La Nouvelle-Calédonie donc a accédé au statut de membre du Forum des îles du Pacifique en 2016, comme la Polynésie française. La France n'en est pas membre. Pourtant, l'organisation n'était ouverte qu'aux États, enfin en tout cas les statuts. Et c'est finalement le niveau d'autonomie et de liberté d'action de la Nouvelle-Calédonie qui auront convaincu les dirigeants de la région et une organisation qui compte parmi ses membres fondateurs les îles Cook, État associé à Nouvelle-Zélande, qui ne dispose pas d'une pleine souveraineté puisqu'il n'est pas membre de l'ONU. Mais au final, c'est surtout la conscience de l'Océanie que les enjeux, les problématiques, les défis auxquels elle est confrontée sont partagés avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ils ne s'arrêtent pas aux frontières de la Nouvelle-Calédonie, aux frontières maritimes, et que les préoccupations sont les mêmes. Néanmoins, si nombre de défis sont communs, la Nouvelle-Calédonie est dans une situation quand même bien différente que celle des autres États et territoires océaniens, en tout cas insulaires. Se rapproche plus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande par son niveau de développement et son PIB, tout en évidemment ne bénéficiant pas de statut d'État souverain. Donc, sa contribution au développement de la région est particulièrement attendue. La Nouvelle-Calédonie doit continuer à s'y faire une place particulière, définir une identité propre, singulière, indépendante de celle de la France. Pour être crédible, il faut qu'elle poursuive ces efforts-là. La Nouvelle-Calédonie y a siégé donc, au Forum des îles du Pacifique pour la première fois en 2017. Le sujet qu'elle a porté lors de cette réunion a été surtout le thème de la croissance bleue et les liens privilégiés avec l'Union européenne. C'est une véritable opportunité pour l'insertion régionale, à la fois de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, cette adhésion en tant que membre plein du Forum des îles du Pacifique, puisque les positions stratégiques de la région sont quand même prises au sein de cette organisation. Et donc ça va aussi lui permettre d'accroître ses interactions, sa capacité d'interaction avec les autres organisations que sont la CPS ou le PROE. Et donc c'est donc tout naturellement que la Nouvelle-Calédonie accueillera des observateurs du Forum des îles du Pacifique lors de la consultation du 4 novembre. Alors, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont devenus membres. Ce sont des territoires autonomes. Pourtant, l'organisation ne semble pas pouvoir s'ouvrir à d'autres territoires. En tout cas, les Samoa américaines ont émis le souhait d'en devenir membres suite à l'adhésion des territoires français et sont vues opposer une fin de non-recevoir des États-Unis. Les ressortissants des Samoa américaines ne sont pourtant pas des citoyens américains. Ils ont la nationalité, mais n'ont pas le droit de vote. Ils peuvent devenir, mais par naturalisation. Ensuite, une autre structure qui a vu le jour très récemment. Je ne sais pas où je suis. Okay. Très récemment, une autre organisation internationale qui est le Forum de développement des îles du Pacifique et l'affirmation d'une puissance océanienne. Alors, ce forum incarne quelque part l'illustration de la capacité des dirigeants d'Océanie à s'organiser sans le soutien des puissances occidentales. Le Forum de développement des îles du Pacifique est créé par les Fidji après leur suspension du Forum des îles du Pacifique en 2009. Suspension portée essentiellement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, enfin essentiellement, non, par tout le monde, mais enfin, en tout cas initiée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et Fidji a très peu apprécié. Donc, quelques jours avant le sommet du FIP en 2010, de 2010 à 2012 même, les îles Fidji ont organisé des rencontres
intitulé Engaging with the Pacific, auquel ont participé la plupart des États et territoires de la région. Et en 2012, il a été décidé de structurer ces rencontres en les transformant en organisations régionales ouvertes, mais pas à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et le sommet inaugural a finalement lieu en 2013 avec un soutien financier de la Chine, de la Russie, du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis. Le deuxième sommet en 2014 a rassemblé environ 450 délégués représentant une cinquantaine de pays, dont le chef de l'État indonésien, l'Argentine, la Colombie, Venezuela, Israël, Géorgie, Turquie, Russie, Chine, Kazakhstan, Singapour, Maroc, Koweït, etc. Donc, d'ailleurs, en 2015, il y avait le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Bon, enfin, c'est un succès pour Fidji. C'est, je pense, quand même un succès pour la région, même si on va voir s'il va pouvoir poursuivre ses actions dans les années à venir. Et s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, elle doit s'interroger sur l'opportunité, maintenant qu'elle a adhéré au Forum des îles du Pacifique, d'adhérer à cette organisation. Je crois qu'il me reste 5 minutes et j'arrive à ma deuxième partie, donc je vais devoir beaucoup raccourcir. Ma deuxième partie est consacrée à la confrontation aux enjeux géostratégiques mondiaux et au développement d'une ambition diplomatique de la part de l'Océanie. Trois contextes, il existe 3 types de dialogue de relations je dirais, plus ou moins bilatérales entre l'Océanie et le monde. Un dialogue qui se fait entre Océanie plus 1, donc Océanie avec la Chine, Océanie avec la Corée, et en général organisé sous l'égide du Forum des îles du Pacifique. Des relations bien entendu bilatérales qui sont, après ça reste à apprécier, mais quand même fondées sur des intérêts réciproques. Et au travers de l'ONU, de ces agences et des organisations internationales. Donc vous me direz, c'est du multilatéral, mais c'est souvent une occasion de conduire des échanges bilatéraux. S'agissant du dialogue Océanie plus 1 dont je vous parlais, les cadres de dialogue existent pour la Chine, pour le Japon, donc la structure s'appelle le PALM. Pour l'Inde, le cadre de ce dialogue s'appelle le FIPIC. Pour la Corée du Sud. Et la Nouvelle-Calédonie, en tant que membre du Forum des îles du Pacifique, a accès maintenant à ces dialogues. C'est une opportunité assez incroyable qui dépasse même le cadre de son statut, puisque son statut lui permet de rayonner dans la région, mais pas spécialement au-delà. La région, elle est entendue au sens champ d'application de la CPS. Donc, par ce biais-là, la Nouvelle-Calédonie est amenée à dialoguer avec le Japon, avec la Chine, la Corée, etc. Donc, c'est ce dont parlait Mathias tout à l'heure, la participation du président du gouvernement au PALM du dialogue avec le Japon il y a quelques semaines, au cours duquel il s'est inscrit dans la politique française dans la région. C'était quelques jours après la visite du président de la République. Et c'est vrai que pour la région, ça peut paraître... alors que la Nouvelle-Calédonie défend une identité propre, ça peut paraître peut-être conforter certaines impressions qui ont pu faire l'objet, alimenter les réticences quant à l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie au Forum. Sur les relations bilatérales, je crois que là, je n'ai vraiment plus le temps d'en parler. Elles sont particulièrement fortes avec la Chine, qui sont bon, évidemment, l'intérêt de la Chine, c'est les ressources, c'est tout ce dont on a déjà parlé, mais c'est aussi un enjeu géopolitique pour la Chine, c'est sa concurrence avec Taïwan.
qui a pu nouer des relations avec certains États de la région, et donc effectivement la Chine essaye de gagner petit à petit ces États-là. C'est donc des relations depuis quelques années avec l'Inde, sur une initiative de Fidji. D'ailleurs, la plupart Fidji a beaucoup œuvré pour diversifier les interlocuteurs, ses interlocuteurs à elle, mais également les interlocuteurs dans la région, en y faisant entrer l'Inde, l'Indonésie, la Russie, Israël. Enfin, Israël a des relations depuis longtemps, mais en tout cas, depuis quelques années, effectivement, il y a une diversification des interlocuteurs, et donc une diversification aussi des pourvoyeurs d'aide au développement, une concurrence même entre porteurs d'aide au développement qui conduit les îles du Pacifique, finalement, les États insulaires, à jouer la surenchère, à utiliser cette concurrence au mieux de leurs besoins. Donc c'est l'exemple récent de l'annonce par la presse australienne de l'ouverture d'une base américaine, non pas américaine, chinoise au Vanuatu, qui a été démenti, mais qui a immédiatement été suivi de l'annonce entre le Vanuatu et l'Australie de négociations pour un traité de sécurité, et le Vanuatu indiquant que ce serait bien quand même que l'Australie finance un câble sous-marin par la même occasion. Donc finalement l'Océanie s'est enjouée. Après, c'est un jeu dangereux. On verra ce que l'avenir réserve à tout ça. Mais alors, que puis-je dire en conclusion? L'Océanie s'affirme, ça c'est sûr. Fidji en tête de... je ne veux pas dire tête de pont, mais enfin en tout cas aux premières lignes. Fidji qui a donc assuré la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies, le sommet sur les océans. C'est aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va présider le prochain sommet de l'APEC, qui a été invité à Davos. La région devient de plus en plus visible. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Elle peut paraître homogène. Il y a néanmoins des concurrences entre elles, entre les îles, entre les États de la région. La Nouvelle-Calédonie doit s'est inscrite dans cette dynamique qui s'est vraiment accélérée ces dernières années. Il faut qu'elle continue à y trouver sa place. C'est vrai que moi j'aurais tendance à voir l'émergence d'une véritable diplomatie calédonienne. On le voit à la CPS, on le voit au PROE, on le voit dans les relations bilatérales, et surtout dans les relations qu'elle noue sans forcément demander son point de vue à la France. On verra si l'avenir le confirme ou pas. En tout cas, il y a tout intérêt pour confirmer son insertion dans la région. Merci. Merci Caroline, merci à tous les deux. On a quelques minutes rapides, si vous voulez, pour les questions, un débat rapide, puisque on terminera après sur une table ronde conclusive. Donc la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à nos deux conférenciers ? Alors s'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une à tous les deux éventuellement, et ce sera très rapide. En fait, on a vu que pour l'ensemble des communications qu'on a eues ce matin, la question de la souveraineté joue un rôle primordial, en particulier ici pour ce qui relève des relations internationales,
tu as beaucoup mentionné le FIP, mais on voit aussi que cette question de souveraineté n'est pas sans poser des problèmes. Elle percole au-delà des frontières de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne le territoire. Et en particulier, si la Nouvelle-Calédonie est représentée effectivement au sein du FIP, ça n'est pas le cas, par exemple, pour le groupe Fer de Lance. Donc, tu as dit aussi qu'il y avait aujourd'hui l'émergence probablement d'une diplomatie calédonienne. On a eu, il n'y a pas très longtemps, l'annonce de la nomination des délégués. Et ça serait peut-être intéressant de revenir sur cette question, puisque c'est un point qui a fait débat pendant un temps certain, ces 2 dernières années tout au moins. Et on a aujourd'hui des délégués qui ont été élus par consensus sur des missions qui relèvent avant tout d'un compte rendu. En tout cas, ils doivent rendre compte en priorité au gouvernement calédonien, même si par ailleurs ils ont également des comptes à rendre puisqu'ils sont à l'intérieur des chancelleries françaises. Est-ce que vous avez tous les deux des points de vue à développer là-dessus ? Oui, enfin un point de vue, c'est-à-dire que c'est un dispositif prévu par l'accord de Nouméa que la Nouvelle-Calédonie a mis longtemps à développer, enfin à déployer pleinement, puisque il y a un délégué en Nouvelle-Zélande depuis 2012, je crois. Ils ont effectivement, la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de se reposer sur le réseau diplomatique français. Après, pour des raisons politiques ou des raisons pragmatiques, je ne sais pas. Ces délégués vont avoir un rôle important. Finalement, la Nouvelle-Calédonie sera représentée dans 5 États de la région. C'est pas moins que la plupart des États d'Océanie qui ont des représentations dans 4 à 5 pays. Alors c'est vrai que leur représentation, ils installent leur représentation dans des endroits stratégiques comme New York ou Genève, enfin auprès de l'Union européenne mais ils ont finalement guère plus pour le Pacifique insulaire, en tout cas de représentation extérieure, de représentants extérieurs. Sur les délégués aux relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie, c'est certes un acquis, mais je rappellerai que la souveraineté, ça ne se partage pas, même si vous avez les mots souveraineté partagée dans l'accord de Nouméa. En réalité, la Nouvelle-Calédonie peut être consultée, associée à la politique internationale de la France. La France peut déléguer la capacité de signer un certain nombre d'accords internationaux. Et je vous rappelle cette évidence que la Nouvelle-Calédonie n'exerce pas la compétence des relations extérieures, qui est une compétence souveraine, donc à déléguer en cas normalement de succès au référendum. Donc en fait, on joue à l'État. Alors, je suis d'accord, c'est très bien de former les Calédoniens à l'exercice des souverainetés, c'est très bien de les localiser là où pour l'instant la compétence est dans les ambassades de France, mais vous y trompez pas. C'est essentiellement de la com, c'est-à-dire que dans un partenariat, les choses sont plus claires, c'est-à-dire la Calédonie peut récupérer les compétences souveraines, elle peut les déléguer suivant des modalités qui peuvent être distribuées entre la France ou la Nouvelle-Calédonie sur une zone, mais nous n'en sommes pas là. Donc pour l'instant, on fait semblant. Donc c'est une situation intermédiaire, tout ça c'est très positif, mais je veux dire, prenez pas les apparences pour les réalités. Je peux apporter une précision. J'ai éteint d'allumer. Le dernier traité, dont je ne me souviens plus du nom exact, le TIAN, là, sur le nucléaire en Océanie, ne pourra vraisemblablement, en Océanie internationale, qui vient d'être ouvert à la ratification à la fin 2017, ne pourra probablement pas être signé par les îles Marshall, compte tenu de l'opposition américaine. C'était juste pour apporter une précision sur la notion de partenariat et associé. Bien, on prend une question et puis après je propose qu'on aille à la conclusion. Merci encore pour ces exposés. Ma question, c'est une toute petite remarque tout d'abord et puis une question ensuite sur l'exposé de Monsieur Chauchat. Lorsqu'il parle de la France, j'aurais bien aimé mettre un visage là-dessus.
qui est plus la responsabilité des hommes politiques français, quoi, plutôt que l'ensemble des concitoyens, sachant qu'on a un président qui est élu avec presque seulement 10% de la population. Ça, c'est la petite remarque. Et puis la deuxième, c'est sur le pouvoir de la création monétaire. Comment est-ce que, avec un partenariat, le pays, si il est partenaire et qu'il reçoit et qu'il est toujours dépendant de la monnaie du pays dont il est partenaire, peut gérer ses investissements pour aller vers plus d'écologie, plus d'humain, si le pays qui crée la monnaie le lui interdit. Et voilà, donc ça c'était pour la question. Et l'autre petite remarque, c'est que vous avez dit à un moment que le rendement était faible de l'argent investi. Et là, je voudrais juste mettre une petite pensée à tous ceux qui profitent des sociétés multinationales, des familles qui sont dans les hauts rangs des grandes fortunes françaises, qui, je crois, tirent un grand bénéfice des richesses minières, etc., exploitées. Je voyais, sans dire de nom, à qui je fais allusion. Voilà, donc la question, c'est plus sur la création monétaire, si elle était liée vraiment au pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup plus d'avantages que d'être partenaire avec un pays qui va fournir cette monnaie? C'est un peu périphérique à nos débats, la question. Je vais être assez bref là-dessus. Première question, Emmanuel Macron est légitime. Hein, je ne discute pas la question de la légitimité des institutions et des personnes élues. Bon, c'est un discours qu'on sert aux étudiants dans les amphis de première année, hein, l'égalité, légitimité. Bon, mais sur la création monétaire, il y a eu des tas de discussions sur la monnaie. Une chose me paraît sûre, sans être un économiste, c'est que l'euro n'est pas adapté aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Il fluctue indépendamment des besoins de notre économie. La préférence des partis indépendantistes, aussi la préférence un peu des universitaires, je pense à ce qui a été développé par Samuel Gorouna ici, c'est plutôt un panier de monnaie qui correspond à la répartition du commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie, donc qui intègre mieux la zone dollar locale. Je veux dire, on s'aperçoit que globalement, ces monnaies sont stables. Donc voilà, moi je laisse les discussions se faire. De toute façon, ça fait partie des compétences souveraines. Il faut un oui au référendum en l'état actuel pour le déléguer. Donc on est quand même dans des hypothèses qui sont pas celles immédiates. Mais c'est une des questions à discuter dans le cadre d'un partenariat.